Excellences, Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Messieurs les élus du Parlement du Cameroun, Mesdames, Messieurs, chères personnalités et autres invités spéciales de cette soirée sous la formule banquet offert par Monsieur le Sénateur Pierre Flambon-Gayap, dont vous aurez l'opportunité, l'honneur d'écouter tout à l'heure la présentation. Donc, qu'est-ce que nous devons retenir de ce banquet dans les réalités de l'activité de Monsieur le Sénateur? Ce sera un plaisir pour vous et pour nous de nous enquérir du contenu de ce qui se révèle ici comme étant quelque chose de confidentiel. Mais je crois que la confidentialité va tomber ce soir. Mesdames, Messieurs, applaudissez pour vous, juste pour mettre un peu de gaieté dans cette soirée. Je vous en prie. Sans plus attendre et sans contourner, vous savez que journalistes, nous bavardons souvent parfois un peu trop, et nous exagérons dans les commentaires, mais j'en ferai pas ce soir. Déjà, vous présenter tous mes remerciements pour le déplacement que vous avez effectué ce soir, vous dire bonsoir, mais permettre surtout à l'icône de la soirée, à la personne qui nous a conviés ici, à l'hôte de ce soir, de venir vers nous pour procéder à la première articulation de cette soirée, qui sera, pour Monsieur le Sénateur, l'occasion de parler du bilan de ces 4 années au Sénat. Je vous présente Monsieur le Sénateur Pierre Flambon-Gayap. Je parle avec beaucoup de douceur, parce que je sais que c'est sur du velours que nous allons ensemble déguster ses activités, son bilan, sa trajectoire assez exceptionnelle. L'homme, il est difficile à être présenté, mais je sais que ce soir, j'ai une opportunité immense, idoine, extraordinaire, de tendre le micro à la personnalité de la soirée. Je vous remercie. Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames, Messieurs les responsables des administrations, honorables invités, bonsoir. Aujourd'hui, je suis au 1500e jour au Sénat. « 14 mai 2013, 19 juin 2017. Je souhaitais vous présenter ce que j'ai fait en 1500 jours, en moins de 10 minutes. Slide. La présentation que je souhaite vous faire se déroule en 4 temps. Ce que j'ai fait à l'hémicycle, ce que j'ai fait sur le terrain, ce que j'ai fait à l'international et ce que j'ai fait dans le public et dans l'intelligentsia. À l'hémicycle d'abord, j'ai accompli mes missions constitutionnelles qui sont, comme les initiés le savent, de 3 ordres. Une mission normative, une mission de contrôle politique du gouvernement et une mission de représentation. D'abord, la mission normative, c'est-à-dire la mission de fabrication des lois. La première mission du parlementaire, c'est d'élaborer les lois. Au cours de ces 1500 jours,
j'ai présenté une proposition de loi qui porte sur le contrôle de la consommation du tabac. Comme vous le savez, le tabac est un danger permanent pour notre communauté, pour notre société. Il était important que je présente une proposition de loi pour essayer de contrôler ce fléau. Cette proposition de loi a été régulièrement enregistrée au cabinet du président du Sénat. Au cours de la même période, j'ai, au cours de la procédure législative, au cours de l'examen des projets de loi, puisque jusqu'à présent nous n'avons eu à examiner au fond jusqu'à la fin que des projets de loi, c'est-à-dire de textes de loi d'initiative gouvernementale. Compte tenu de la difficulté structurelle du fonctionnement de nos chambres, j'ai malgré tout réussi à introduire plus d'une dizaine d'amendements de fond. Les amendements de fond sont les amendements qui portent sur la substance du texte, sur le cœur du texte. Certains de ces amendements ont abouti. J'en citerai simplement deux. L'un ayant été de notoriété publique, le fameux article 127 du Code pénal qui discutait de la question de l'immunité ministérielle. L'amendement qui a été retenu à la fin dans ce Code pénal était un amendement que j'avais proposé, que d'autres avaient proposé déjà en amont, notamment à l'Assemblée nationale, mais qui a été mieux argumenté au Sénat et a été finalement retenu. Le deuxième exemple que je citerai, c'est celui sur la loi régissant les zones économiques, où un amendement de fond a été retenu portant sur le rôle des droits de la propriété intellectuelle dans certaines dispositions de cette loi. Revenez en arrière, s'il vous plaît. En arrière encore. J'ai également participé à la maturation d'idées, une sorte de brainstorming, pour contribuer à la formation ou à l'amélioration législative par le biais des réseaux parlementaires qui sont très actifs à l'Assemblée nationale. Nos collègues députés nous ont associés, nous, sénateurs, à plusieurs de leurs réseaux lorsque la Chambre basse était la seule chambre de notre Parlement. Mais en même temps, nous avons réussi à créer au Sénat le premier réseau de sénateurs comme étant la branche camerounaise, la branche africaine du Global TB Caucus, qui est le réseau mondial des parlementaires contre la tuberculose. Ce réseau mondial qui regroupe plus de 3000 parlementaires à travers le monde, regroupant une centaine de parlements, a commencé l'année dernière à s'implanter en Afrique. Et en Afrique francophone, le Cameroun est le premier parlement à avoir intégré un National TB Caucus. Slide. La deuxième mission du parlementaire est celle du contrôle de l'action du gouvernement. Sur ce chapitre, j'ai posé en 1500 jours, on peut dire en 4 ans, 80 questions orales au gouvernement, soit une moyenne de 20 questions par an, soit une moyenne de 7 questions par session, puisqu'il y a 3 sessions parlementaires dans l'année.
Parmi les 80 questions orales, 8 étaient adressées au Premier ministre, chef du gouvernement. Une formule moins usitée de questions au gouvernement, c'est celle des questions écrites. Elle est moins usitée parce qu'elle se passe, comme on dit, hors la tribune. C'est une relation directe entre le parlementaire et le ministre via l'administration de la Chambre. 2 questions orales ont été posées, toutes les 2 au ministre des Finances. Enfin, j'ai introduit une proposition de résolution pour la création d'une commission d'enquête sénatoriale sur la catastrophe des ECA. Slide. Ce sont des exemples de questions orales posées au gouvernement. Si on regarde de près, mais ce n'est pas très lisible, on verra qu'il s'agit là de la 73e question posée le 30 mars 2017. La référence indique QUG, question orale au gouvernement, PFN 73. Slide. Enfin, en ce qui concerne la représentation, le sénateur ayant une fonction de représentation comme le député, j'ai introduit une proposition de résolution pour la création d'une délégation sénatoriale aux collectivités territoriales décentralisées et à la décentralisation, qui est une opportunité laissée aux parlementaires de pouvoir, à travers des propositions de résolution, initier des actions qui ne rentrent pas dans le cadre constitutionnel de la mission, mais qui peut aider à mieux structurer la Chambre. Et bien entendu, comme la plupart ou tous les parlementaires, j'ai effectué des tournées de compte-rendu parlementaire, celles-ci en liaison avec mes actions de terrain, dont je vais parler dans un instant. Slide. Les missions de terrain maintenant. Toutes mes actions de terrain ont été structurées autour du thème « L'éducation et le meilleur investissement ». Le parlementaire n'est pas un membre de l'exécutif, il n'a pas pour mission d'engager des actions exécutives, mais simplement d'accompagner les actions du gouvernement. Dans ce cadre-là, très rapidement, j'ai effectué des dons de livres à la Journée de l'étudiant 2014 à l'Université de Yaoundé 2 SOA. J'ai offert des bourses des valeurs universitaires aux étudiants des universités de Yaoundé 1, de Douala et de Maroua. Dans les chantiers scolaires, j'ai participé aux travaux de finition de la construction du lycée de Bobongo, Petit Paris, à Douala 3e. Ce petit lycée, très peu connu, est pourtant le premier lycée du Cameroun au baccalauréat 2016. Enfin, j'ai offert un pick-up de médicaments et de produits alimentaires aux réfugiés du camp de réfugiés de Minawao à Mokolo, dans l'extrême nord. Comme vous le constatez, mes actions sont nationales et ne se limitent pas dans une région, fût-elle la région pour laquelle je suis sénateur. Slide. À l'international, j'ai participé modestement à la promotion de l'image de marque et à l'expertise du Cameroun à l'étranger, à travers quelques actions qui ont abouti à mon élection comme vice-président de l'Union parlementaire africaine, comme vice-chair de l'African TB Caucus, comme membre du comité exécutif du Global TB Caucus. Je suis expert de l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, de l'UIP, du PNUD. J'interviens régulièrement dans des missions de formation des parlementaires et des fonctionnaires parlementaires des parlements africains. Je suis en même temps chargé de plaidoyer le rollback malaria auprès des parlements du Canada et de Belgique. Je suis un expert de l'OIF,
l'Organisation internationale de la francophonie, en tant que membre des différentes missions d'observation électorale, qu'on appelle aujourd'hui des missions d'information et de contact. Et dans ces missions, j'ai habituellement la charge du pôle analyse du cadre juridique ou du pôle analyse du contexte politique. Slide. Enfin, en raison de ma formation initiale, je suis présent dans l'intelligentsia pour produire et agiter des idées nouvelles. C'est ainsi que j'ai publié l'ouvrage « Le Parlement camerounais », textes fondamentaux avec une importante note introductive, document de 175 pages. Je participe librement, je pense que vous en êtes informés, à des tribunes libres dans la presse écrite et je suis présent assez souvent dans les débats télévisés et radiodiffusés. Je participe enfin à l'accompagnement de nos jeunes frères et sœurs par l'enseignement du droit parlementaire en master droit public à l'université de Yaoundé 2, SOA. Et peut-être, on le saura dans un instant, ce que j'ai entendu appeler mon œuvre majeure de la mandature. Slide. Je vous remercie. Énorme plaisir à vous écouter, monsieur le sénateur. Merci beaucoup. Le micro. Merci. Un bilan très prolifique. Et je crois que ce bravo n'est pas suffisant. Le petit bravo que j'ai entendu. Dites bravo un peu plus fort, ou plus fortement pour monsieur le sénateur, pour ce bilan élogieux. Je ne vous entends pas, je vous en prie. Dites encore bravo à monsieur le sénateur. Nous allons petit à petit vers ce qui nous réunit ici ce soir. Et nous sommes en direct, évidemment, de la chaîne de télévision partenaire Vision 4 qui assure cette retransmission. Nous gardons encore un peu le mythe ou alors l'énigme ou alors la grosse curiosité que vous avez dans les esprits pour savoir pourquoi nous sommes là ce soir. Et pour continuer à dérouler, pour qu'on aboutisse à la grosse surprise, je voudrais appeler ici le professeur Abane Patrick Edgar. Professeur Abane Patrick Edgar, que nous allons ensemble applaudir et qui va prendre la peine également d'ouvrir une autre page de cette soirée. Bienvenue professeur. Je ne sais pas si vous avez un souci avec le professeur, mais moi j'en ai pas du tout. Mesdames et messieurs, je voudrais retenir deux choses de la présentation qui vient d'être faite par, je vais l'appeler monsieur, parce qu'il est d'abord monsieur avant tous les autres titres et on va peut-être dérouler les titres au fur et à mesure, de monsieur Pierre Flambeau Ngayap. Il a présenté son intervention au niveau du Parlement. Et par la suite, il vous a dévoilé qu'il prodiguait quelques enseignements à l'université de Yaoundé 2. Et c'est justement à l'université de Yaoundé 2 que je connais davantage M. Pierre Flambeau Ngayap en tant qu'enseignant. Et dans ce cadre, il m'a fait l'honneur de vous faire une note de lecture sur quoi? Sur un ouvrage. C'est vrai qu'il m'a donné juste 15 minutes pour vous faire la restitution de la substance de cet ouvrage que vous découvrez et que vous pourrez vous procurer tout à l'heure. L'ouvrage de M. Pierre Flambeau Ngayap est intitulé « Le droit parlementaire au Cameroun ». Je dois vous dire que j'ai été intrigué, que
M. Ngayap me choisisse pour présenter cet ouvrage. J'ai été véritablement intrigué et je me suis demandé pourquoi moi. J'étais honoré, mais je me suis dit que peut-être parce que j'avais quelques expertises dans le domaine. Et en regardant l'ouvrage, j'ai été davantage intrigué par la préposition « au », le droit parlementaire au Cameroun. Et en lisant, j'ai voulu savoir si à l'intérieur de cet ouvrage, il faisait une distinction entre droit parlementaire au Cameroun et droit parlementaire du Cameroun. Parce que les deux ne renvoient pas à la même réalité. Quand on dit droit parlementaire du Cameroun, ça veut dire qu'il y a une acclimatation, que c'est un droit parlementaire qui est propre au Cameroun et qui pourrait être différent du droit parlementaire en vigueur dans d'autres ordres juridiques. Alors que quand on dit le droit parlementaire au Cameroun, c'est qu'on essaie simplement de s'intéresser à sa conception qui serait similaire à celle notamment en vigueur en France, mais également à ses différents textes. Et l'approche qui est choisie correspond effectivement au droit parlementaire au Cameroun, comme pour dire que dans cet ouvrage, on constate qu'il y a une universalité des principes qui régissent l'organisation des parlements. Et en dehors de cette universalité, il y a des textes qui sont pris par notre constituant, mais également nos parlementaires, qui correspondent à ce que l'on attend d'un parlement, quel que soit l'ordre juridique en présence. Je dois vous dire que l'ouvrage est impressionnant. Dans sa forme, il tient sur 322 pages, il se décline en 5 chapitres, et nous avons des annexes en abondance. Nous avons constaté qu'il y a la Constitution qui est annexée, le règlement de l'Assemblée nationale qui est annexé, le règlement du Sénat qui est annexé, et enfin, pragmatisme, des modèles d'actes présentés aux parlementaires. Et donc, dès lors, en parcourant l'ouvrage, je me suis demandé si cet ouvrage ne permettait pas de restituer même la personnalité du sénateur. J'ai dit déjà du sénateur, je ne suis plus véritablement à M. Flambon Ngayap. Et j'ai su que M. Flambon Ngayap avait en réalité 2 personnalités. Il est comme Janus, je l'ai débusqué. Il a 2 personnalités. C'est d'abord un docteur sénateur et c'est ensuite un sénateur docteur. Les deux ne renvoient pas à la même chose. Docteur sénateur, à partir de la présentation de la théorie et des principes du droit. En effet, ce dernier, dans cet ouvrage, essaye de relever la théorie générale du droit parlementaire. Cette théorie générale qui est présentée à l'entame de l'ouvrage, où il essaye de valoriser le droit parlementaire comme étant une discipline du droit constitutionnel, une discipline autonome aux côtés d'autres disciplines telles que le contentieux constitutionnel ou le droit électoral. Et dès lors, il s'inscrit en droite ligne des écrits de certains grands maîtres d'une époque déjà dépassée et qui ont fini par convaincre la doctrine juridique, à savoir les Marcel Prélot, Pierre Avril ou Jean Gicquel, que les juristes et les politistes qui sont dans la salle connaissent très bien. Ce sont des grands maîtres et ce sont eux qui ont fondé la discipline droit parlementaire au sein du droit constitutionnel. Il justifie donc l'existence du droit parlementaire par des sources propres, par des techniques propres, par une institution qui est directement visée par le droit parlementaire, à savoir le Parlement, et par un juge qui intervient pour protéger le Parlement, pour protéger la Constitution et pour garantir la supériorité de la Constitution. Il est appelé le juge constitutionnel. On trouve tout cela dans cet ouvrage. Il évoque donc là un droit parlementaire. J'ai constaté que le docteur sénateur se refusait de caractériser notre droit parlementaire. Il ne nous dit pas si c'est un droit libéral, il ne nous dit pas si c'est un droit autoritaire ou un droit plutôt liberticide. Mais en parcourant l'ouvrage progressivement, on constate que sa posture est simple, c'est que le droit parlementaire au Cameroun est un droit normal. Normal, c'est-à-dire que, s'inspirant simplement des textes, il finit par conclure que les textes qui concernent notre droit parlementaire sont de bons textes. Et il fait donc abstraction des pratiques
et essaye simplement de valoriser ce texte qu'il analyse et qu'il présente à travers les principes de ce droit parlementaire. Ces principes relaient en vérité la théorie que certains appellent thèse de la séparation des pouvoirs. Dans cette séparation des pouvoirs, il valorise le parlementaire comme étant cette personnalité qui doit intervenir dans une double action et qui est investie d'un mandat. Le mandat ici est représentatif. À l'école de Sieyès, le sénateur ou encore le député ne peut être déchu du fait d'actes politiques parce que le mandat impératif n'existe pas dans notre ordre juridique. Mais à la page 58, j'ai vu quelque chose que je ne savais pas dans cet ouvrage. C'est que le parlementaire peut se voir sur son accord retenir des cotisations au profit de son parti politique. Et je me suis demandé si cette pratique, moi je préfère appeler cela ainsi, ne va pas instituer une menace à l'indépendance du parlementaire. Parce que si le parti politique vous dit, monsieur le député, monsieur le sénateur Ngayap, nous attendons de vous X montants par an et vous devez être d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, quelle en sera la conséquence à l'occasion de la prochaine investiture? Est-ce que vous serez encore candidat? J'ai retenu cela à la page 58 et je pense que personnellement c'est un élément de pratique qui peut dans une certaine mesure galvauder l'indépendance voulue du parlementaire. Il présente les incompatibilités pour véritablement valoriser le parlementaire comme étant l'émanation d'un pouvoir. J'ai aussi été intéressé, monsieur le docteur sénateur, par la présentation des privilèges. Et puisque vous avez posé 80 questions orales, vous posez beaucoup de questions, je me suis également posé quelques questions, face à l'existence, peut-être que je me suis trompé, de 16 indemnités à l'avantage des parlementaires et des sénateurs, et j'ai regretté de ne pas être moi-même sénateur. J'ai vu qu'il existe les primes pour boissons, qu'il existe les indemnités de domesticité. Vous voyez très bien qu'à l'aune de ces éléments, les sénateurs et les députés sont, je pense, bien traités. Mais pour effectivement prendre position, il faut savoir ce que ceux des autres États perçoivent. Pour savoir si les nôtres en perçoivent trop, je pense que les nôtres n'en perçoivent pas assez. Et par la suite, en dehors de cette valorisation théorique qui met en avant le docteur devant le sénateur, j'ai aussi constaté l'autre visage qu'il était en même temps sénateur et enfin docteur. C'est-à-dire qu'il y avait l'aspect de l'homme politique, l'aspect du praticien qui était mis en exergue dans le cadre de cet ouvrage. Pourquoi? Parce qu'il fait l'exposé de règles de notre droit parlementaire à l'aune de la praxis. Il montre qu'il existe effectivement des précédents. Chez nous, les juristes, les précédents, or, ceux qui interviennent en matière juridictionnelle ne sont pas des sources du droit. Mais il finit par nous convaincre à la lecture qu'il y a des précédents qui accompagnent le parlementaire dans son office, et ces précédents que nous qualifions dans l'ordre constitutionnel comme convention de la Constitution pourraient ici être qualifiés de convention des assemblées parce que le Parlement n'est pas habilité à faire des normes constitutionnelles. Ça ne peut donc pas être une convention de la Constitution, ce ne sera qu'une convention des assemblées ayant forcément une valeur législative si on leur reconnaît une valeur normative. Il essaye de démontrer l'autonomie budgétaire du Parlement et évoque une question essentielle, dire que le bicamérisme est une opportunité pour notre État. Est une opportunité pourquoi? Parce qu'il indique qu'il y a une meilleure représentation à travers le bicamérisme, parce qu'il indique que le filtre législatif est mieux mis en marche à travers la vision du travail législatif par deux chambres, et dès lors, nous sommes effectivement d'accord qu'il y a une constitutionnalisation de ce phénomène et une nécessité d'améliorer le travail législatif à travers la confection de la loi, mais aussi le contrôle de l'exécutif. Dès lors, le sénateur Flambeau Ngayap indique que le Parlement est législateur, mais aussi que le Parlement est
contrôleur. Il a tout à l'heure fait un étalage, il a fait un florilège des possibilités du Parlement dans son action de contrôle. Questions orales, questions écrites, motions de censure. Tout cela est contenu dans cet ouvrage qui est bien présenté. Le Parlement, dès lors, ou plutôt pour terminer, est un facteur de l'état de droit. Facteur de l'état de droit à partir de ses attributions et de son organisation. J'ai personnellement trouvé l'ouvrage intéressant. J'ai constaté qu'il y avait de nombreuses connaissances théoriques et que les observations empiriques, je peux le dire ainsi, de l'auteur de cet ouvrage valorisaient la professionnalisation que nous recherchons dans notre enseignement supérieur. Ce qui fait que je conviens avec les deux corps du sénateur docteur, docteur sénateur. J'ai acheté les deux corps et j'espère qu'avec peut-être un futur ouvrage, nous connaîtrons le troisième corps de Pierre Flambeau-Ngayap. Je vous remercie. Merci, professeur. Vous êtes également là, il faut le dire, hein, en tant que représentant de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, hein, il faut le noter, qui a tenu à se faire représenter. Nous vous remercions et passez le bonjour également, Monsieur le ministre. Je voudrais vous dire que juste devant moi, il y a ce bébé qui est donc né, le droit parlementaire au Cameroun, du sénateur Pierre Flambeau-Ngayap aux éditions L'Harmattan. Tout à l'heure, vous aurez l'occasion d'entrer en contact direct avec cet ouvrage. Mais avant, parce que nous sommes également là pour nous détendre, jumeler l'intellect et la détente, parfois ça fait du bien. Il faut se décontracter au moment de procéder à une lecture. Et pour ce, je vais inviter l'orchestre du groupe Macaz à exécuter une musique ou une chanson. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont prévu exactement, mais je suis convaincu que ça nous fera tous plaisir. Le groupe Macaz, mesdames, messieurs. Bonsoir. 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 Belum sama tua me fir gitak te bonito. Magaso bo me vo ininga jamisa. Me vo ininga vo chama tak te bonito. We are busy makatiri amuchio. Onga nothing wait to ever die. Face ton moi bon en foutant Mengan subu me vo fili damasa ton meilleur mango no moram tak te bonito be always in my gotta come I told por bezing by katsu biting na bang I can't sing it in Manaya.
Macaz, mesdames, messieurs, merci. Et l'actualité triste de votre groupe, c'est qu'il y a l'une des vôtres qui s'en est allée il y a quelques jours. Nous sommes tout tristes avec vous. Merci. Merci pour tout ce que vous faites pour la culture camerounaise. Merci beaucoup. Et pour l'art musical. Prochaine articulation, la troisième. Monsieur le sénateur, face aux journalistes, face à la presse, en quelques minutes. Monsieur le sénateur, je vous invite sur l'estrade et à occuper l'un des fauteuils. L'exercice ne sera pas des plus aisés, mais je vous souhaite également d'être le plus efficace possible dans les réponses. Les journalistes qui ont été triés sur le volet et qui viendront vers vous auront droit à 10 minutes chacun. Et dans les 10 minutes, si je m'en tiens à l'information que j'ai, c'est que messieurs et mesdames, les journalistes, vous aurez dans les 10 minutes le temps compté pour votre déplacement du lieu où vous êtes assis ou assise pour ce fauteuil. Monsieur le sénateur, installez-vous. Et je vais appeler tout de suite Monsieur Jules Elobo. Monsieur Jules Elobo, chef de chaîne de Magic FM, qui sera la toute première personnalité journalistique à vous interviewer ce soir. Applaudissements pour Monsieur Elobo. Je vous laisse entre les mains de Jules Elobo. Un peu moins de 10 minutes. Le face-à-face. Nous débutons avec M. Jules Elobo. Bonsoir Jean Patient, bonsoir mesdames et messieurs. Pierre Flambeau-Gaïa, bonsoir. Bonsoir M. Elobo. Alors commençons si vous le voulez bien par ce qu'on a appelé la crise anglophone au Cameroun. Cette crise socio-politique qui a secoué les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Alors c'est un épiphénomène pour vous, au point où on ne vous a pas beaucoup entendu parler? C'est une question essentielle pour notre pays. C'est une question de fond. C'est une question qui structure notre identité. Vous ne pouvez pas dire qu'on ne m'a pas entendu parler de cette question. Je suis le secrétaire général d'un grand parti qui s'appelle l'UNDP, qui a tenu son congrès, son 6e congrès, le 25 février dernier à Yaoundé. Toute la presse nationale et une grande partie de la presse internationale étaient présentes. Le cœur du discours du président national de l'UNDP au cours de ce congrès visait précisément à donner toute l'importance à la question anglophone, à rappeler ses racines et à indiquer quelles étaient les solutions pour l'UNDP de sortir de cette crise. On ne peut pas, dans un forum aussi majeur, prendre des positions aussi importantes qui engagent tous les militants de l'UNDP, dont je suis, et vous venez me dire après que l'UNDP ou Ngayab n'a rien dit. Le président de l'UNDP a parlé pour tous les militants dont je suis. Alors pourquoi le Sénat n'a-t-il pas donné un signal fort dans cette affaire, en élisant par exemple à la tête de la Chambre un sénateur originaire de l'une de ces deux régions? Répétez plus. Alors la question que je pose, pourquoi le Sénat n'a-t-il pas donné un signal fort dans cette affaire? Peut-être pour corriger un certain nombre d'injustices, en élisant à la tête de la Chambre un sénateur originaire de l'une des deux régions concernées. Je ne suis pas sûr qu'il faille résoudre les problèmes de cette manière-là. D'abord, je voudrais rappeler quelle est la procédure d'élection du président du Sénat. C'est une procédure à deux niveaux, au niveau politique et au niveau, disons, constitutionnel. Le niveau politique précède l'étape constitutionnelle. Au niveau politique, le parti majoritaire présente son candidat à l'élection à la présidence du Sénat. Bien entendu, tout autre sénateur, tout autre groupe politique peut présenter son candidat, mais on sait que, par définition, c'est le parti majoritaire qui emportera. Mais quelle est la démarche de l'UNDP, du sénateur Ngayab, par rapport à cette situation? La deuxième étape
lorsque la phase politique d'investiture du candidat est passée, l'ensemble des 100 sénateurs procèdent à une élection. Le résultat est également acquis d'avance, puisqu'il y a une majorité au Sénat qui relève d'un parti politique. Donc, pour la démarche, je ne suis pas le plus compétent pour dire pourquoi on n'a pas désigné à la session de mars dernier, qui a renouvelé son bureau, un président anglophone. C'est le parti majoritaire qui a présenté le candidat. Je n'en suis pas, je ne peux donc pas répondre à cette question-là. Mais on a observé quand même au niveau de la Chambre basse, les députés SIF qui ont quand même apporté un certain nombre de revendications dans ce sens-là. Mais au niveau du Sénat, vous n'avez rien fait. Je ne pense pas qu'il faut faire de l'agitation inutile en politique. Il faut poser des actes dont les résultats sont visibles. Le fait d'être minoritaire et de parler sans conséquence n'est pas la meilleure façon de faire valoir ses idées. Lorsqu'on sait qu'au bout du compte, une majorité va l'emporter au vote, tout ce qui se passe en amont, c'est une perte de temps. Qu'est-ce qu'il y a donc lieu de faire, selon vous, en tant que sénateur aujourd'hui, pour satisfaire aux récriminations des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? Bien, là, vous revenez au cœur de la question qui m'interpelle moi-même et tous ceux qui ont à cœur ce sujet. Je pense que depuis maintenant 8 mois que cette crise couve et que la solution définitive n'est pas encore trouvée, il est évident que la solution passe par l'approfondissement du dialogue entre les différentes parties de notre pays, entre les différentes communautés, sans forcément distinguer anglophones et francophones, même si je soutiens que les anglophones ont des revendications autonomes qui leur sont propres. Mais s'il y a un dialogue, ce dialogue doit avoir lieu entre tous les fils et toutes les filles du Cameroun autour de ce qu'on entend ailleurs dans d'autres pays comme étant le grand dialogue national. Ce grand dialogue national n'a pas encore lieu chez nous. Moi, ça fait partie des propositions que je fais. Ça ne doit pas rester simplement une affaire entre le gouvernement et les communautés concernées. Nous avons tous, vous, moi et les autres, des idées à échanger, à partager. Vous vous limitez à faire seulement des propositions et puis plus rien, même s'il n'y a pas une suite à ces propositions que vous faites. Je répète, il faut approfondir, maintenir, enraciner ce dialogue-là. Seul du dialogue pourra sortir la solution. Alors, parlant justement d'un autre drame, celui de l'accident ferroviaire des ECA. Le gouvernement, comme vous le savez, a rendu public les conclusions de l'enquête. Alors, c'est des conclusions qui répondent à vos préoccupations, vous en tant que sénateur? Je veux peut-être avouer mon ignorance. Je n'ai pas lu le rapport du gouvernement. J'ai lu un communiqué du gouvernement présentant des éléments du rapport non rendu public. Je ne sais pas si vous avez mieux que cela. Mais à partir de ces éléments, vous avez une idée du rapport, des conclusions du rapport. Il ne faut pas donner l'impression à ceux qui nous regardent, nous écoutent, qu'un rapport a été rendu public. C'est la première chose. Maintenant, sur le communiqué, probablement extrait du rapport. Je pense que des choses importantes ont été portées à la connaissance du public. Et en premier lieu, les responsabilités. Et c'est très courageux pour notre gouvernement d'avoir indexé les responsables qui pourraient, sous d'autres cieux, être protégés parce que représentant des puissances internationales importantes. Donc c'est un courage important qui a été fait de révéler toutes les responsabilités. Et maintenant, il faut déterminer sur le plan judiciaire la nature de ces responsabilités. Mais je voudrais ajouter que ce que ce communiqué ne m'a pas indiqué, c'est une préoccupation pour beaucoup de Camerounais, c'est le nombre exact de victimes. Je pensais que cette commission qui a travaillé plusieurs mois, au lieu des 30 jours initialement impartis, aurait pu à la fin avoir, ne serait-ce que de manière approximative, le nombre exact de décédés et de blessés. Parce que les familles qui n'ont pas encore fait le deuil de leurs membres disparus ne feront pas le deuil tant qu'ils n'ont pas une information claire sur les disparus. On ne fait pas de deuil de disparus, parce qu'un disparu peut réapparaître un jour. Donc il y a cette question essentielle qui nous préoccupe encore. Je ne sais pas si le rapport authentique, original, donne cette information, mais nous, du
peuple, nous souhaitons savoir exactement combien de nos compatriotes sont décédés, combien sont blessés et dans quel état ils sont pris en charge. En conclusion, le sénateur Pierre Flambon-Gayap n'est pas satisfait des termes du communiqué rendu public par le secrétaire général de la présidence. Comme vous le dites, ce n'est qu'un communiqué, puis je suis persuadé que le rapport en dit beaucoup plus. Merci Pierre Jules. Flambon-Gayap, je vous remercie. Jules Elobon, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, je voudrais vous indiquer également que dans les chemises que vous avez reçues se trouve un formulaire pour l'achat des livres au pluriel, mais surtout du livre, le droit parlementaire au Cameroun, aux éditions Lamartin de monsieur le sénateur Pierre Flambon-Gayap. La suite avec les journalistes, j'appelle Cheta Bilé, rédacteur en chef délégué à la CRTV Radio. C'est une dame, on l'applaudit quand même pour l'encourager. C'est pour la suite du face-à-face. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir, Monsieur le Sénateur, une fois de plus. Bonsoir, Cheta Bilé. Monsieur le Sénateur, vous rassemblez un aussi auguste parterre de personnalités pour marquer le terme de votre mandat au Sénat. On s'achemine vers la fin. Comment est-ce que vous envisagez la suite? La suite de quoi, madame? Après ce mandat, comment est-ce que vous envisagez la suite? Un autre mandat au Sénat? Je suis un sénateur nommé. Par conséquent, je n'ai pas une prétention à retourner vers quelque urne que ce soit. Accepteriez-vous une nouvelle nomination? Je prendrai le temps de réfléchir, comme je l'avais fait après la première nomination. Je l'ai dit suffisamment à la presse que je n'ai pas accepté d'office la première nomination. Il fallait que je réfléchisse sur le sens de cette nomination et le sens du mandat que je pouvais accepter. Je pense que, je termine là-dessus sur cette question, je pense que lorsque je présente le bilan de 1500 jours, chacun peut constater que j'ai fait quelque chose d'utile pour mon Parlement, quelque chose d'utile pour mon pays, donc j'avais raison d'accepter ce mandat. Avez-vous le sentiment qu'il y aurait plus à faire que ce que vous avez fait? Alors là, cette question, elle est beaucoup plus ouverte et m'interpelle mieux. Nous avons mis en place, nous commençons à mettre en place une chambre haute, le Sénat, qui est encore, 4 ans après, dans ses balbutiements. Le chemin est long pour la mise en place de cette structure-là. Toutes les énergies sont nécessaires, à la fois les énergies des sénateurs, qui constituent la matière essentielle de cette chambre, mais également toute la logistique et toutes les ressources humaines qui accompagnent cette chambre. Cette structuration est encore en cours, elle n'est pas achevée. À titre d'exemple, le Sénat n'a pas de bâtiment propre aujourd'hui. Donc il y a un chantier à imaginer, et cela suppose, on peut-être dans la cuisine administrative, de nombreux accords. Il faut le terrain, il faut des accompagnements, il faut des budgets spéciaux. Il y a toute cette machine qu'il faut mettre en place, ne serait-ce que pour avoir des bâtiments propres. Nous essayons de jauger, Monsieur le Sénateur, le regard que vous avez sur cette première expérience du Sénat au Cameroun. Et nous nous étonnons que vous mentionniez des questions d'infrastructure, de bâtiments. La question était surtout de savoir, est-ce que vous pensez que le Camerounais ordinaire en a eu pour son compte, pour son argent, dans ce qui est la plus-value apportée par l'existence du Sénat aujourd'hui? Je ne comptais pas m'arrêter aux infrastructures ou à la logistique. L'important pour le Sénat, c'est de marquer son terrain législatif, son terrain de contrôle politique et son terrain de représentation. 2 mots, j'en ai parlé dans ma présentation, mais 2 mots sur chacun de ces terrains. En matière législative, les initiés, parce que le grand public ne vient pas à l'hémicycle voir la production, le développement législatif que nous faisons, mais les initiés, ceux qui ont l'opportunité d'assister à nos séances publiques, peuvent attester que la plus-value sénatoriale est nette, évidente.
Il n'y a pas un seul texte de fond. Je passe sur les questions de ratification de textes qui ne touchent pas le fond. Il n'y a aucun texte créatif qui met en place des structures nouvelles qui n'obtiennent une amélioration des sénateurs alors que le texte a déjà été adopté par l'Assemblée nationale. Tous les textes qui arrivent de l'Assemblée nationale subissent une amélioration substantielle des sénateurs. D'où la question, qui faisait cette amélioration lorsque le Parlement n'avait qu'une seule chambre? Donc, ce raisonnement montre l'utilité du Sénat en matière de production et d'amélioration législative. En ce qui concerne le contrôle de l'action du gouvernement, je pense que de nombreuses questions orales au gouvernement posées par les sénateurs sont reprises sur des chaînes de télévision nationales et chacun peut déterminer, apprécier la contribution effective des sénateurs en matière d'interpellation. J'ai rappelé pour ce qui me concerne le nombre de questions que j'ai posées moi-même au gouvernement et j'ajoute que je me félicite de la répartie, de la disposition du gouvernement à apporter souvent des éclairages approfondis aux questions que nous posons. En matière de représentation, là, je l'ai indiqué, il y a un retard dans l'assomption de nos responsabilités. Le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées, conformément à la Constitution. Mais dans la réalité, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Donc s'il y a un chantier nouveau que les sénateurs doivent prendre en main, c'est celui de la représentation de ces collectivités territoriales décentralisées. Et sur ce terrain-là, j'ai indiqué que j'ai déjà fait des propositions de création d'une délégation sénatoriale au CTD et à la décentralisation. J'attends que le Sénat donne suite à cette proposition. Vous avez éventé cette question-là que j'avais l'intention de vous poser sur l'articulation précisément entre le Sénat et les collectivités que cette institution est censée représenter. Mais insistons sur les pratiques, monsieur le sénateur. À regarder fonctionner le Sénat et l'Assemblée nationale, l'opinion publique a eu le sentiment d'un amoncellement de pratiques qui se ressemblent. Comment est-ce que vous appréciez la capacité du Sénat à impulser sa marque de fabrique propre, à se différencier des pratiques qui ont cours déjà à l'Assemblée nationale? L'opinion a parfaitement raison d'avoir cette impression. Et c'est cela la dynamique du bicaméralisme. Lorsque dans un État, l'option du bicaméralisme est faite, il faut comprendre ce que cela contient sans rentrer dans les préoccupations du droit parlementaire. Je renvoie à l'ouvrage. En deux mots, il faut savoir que l'essence du bicaméralisme, c'est de faire une complémentarité. D'abord, par le mode de sélection des acteurs. Les députés ne sont pas choisis de la même façon que les sénateurs, je ne reviens pas dessus. Les responsabilités qui sont pour les uns et les autres peuvent être identiques, mais on voit bien, je l'ai indiqué il y a un instant, que les sénateurs apportent un œil différent, un œil nouveau quand ils reçoivent un texte déjà voté par l'Assemblée nationale. Donc il s'agit d'avoir une deuxième lecture. Et la deuxième lecture, chacun sait, je ne veux pas avoir la prétention de dire que les sénateurs corrigent. Non, ce serait prétentieux, mais lorsqu'on a une deuxième lecture... ça donnerait lieu à polémique, comme au début du mandat. Je ne voudrais pas utiliser ce terme, mais lorsqu'on relit le texte déjà examiné, traité par une instance, cette deuxième lecture est toujours utile. Enfin, le système de la navette est au cœur du bicaméralisme. Les parlements qui choisissent cette formule-là savent que c'est une formule d'amélioration de la qualité du texte final. On n'a pas le temps de revenir dessus, mais la navette parlementaire est un système qui permet à deux entités de se compléter, d'échanger leurs avis, leurs points de vue et d'arriver à la fin à un texte meilleur. L'opinion peut avoir le sentiment que les deux chambres font la même chose, mais quand vous avez deux yeux, imaginez ce que les deux yeux peuvent faire lorsqu'il n'y a en face que quelqu'un qui a un seul œil. Les deux yeux voient toujours mieux qu'un seul. Vous avez mentionné votre relative insatisfaction quant à l'articulation entre le Sénat et les collectivités territoriales. Partagez avec nous, s'il vous plaît, votre regard sur la manière dont le Sénat renforce le contrôle
que devrait exercer le Parlement sur le gouvernement. On a aussi, au Sénat comme à l'Assemblée nationale, un exercice de questions dites orales aux membres du gouvernement, avec un processus jugé assez lourd et peu productif. Est-ce que vous pensez que de ce point de vue-là, le Sénat a marqué également son... D'abord, je ne sais pas pourquoi vous dites questions dites orales. Ce sont des questions orales, entendues comme telles dans tous les parlements. Elles ne sont pas dites orales. Peut-être vous faites allusion au fait qu'elles sont initialement écrites. Qu'elles sont rédigées plusieurs semaines à l'avance et que les réponses aussi. Et que ça ressemble à un exercice convenu. Madame, regardez un peu ailleurs. Restons pas toujours chez nous. La formule des questions orales des parlementaires au gouvernement est la même dans tous les parlements. La nuance que vous pouvez relever, c'est les délais entre l'adresse des questions et les réponses. Mais dans tous les parlements, on donne un délai au gouvernement pour préparer les réponses. Et parce que parfois certaines questions peuvent être très techniques et parfois sensibles sur le plan politique. Et c'est normal que le gouvernement ait un délai pour venir répondre. La sollicitation était de partager avec nous votre regard sur la plus-value de cet exercice-là. Ben, je l'ai indiqué déjà il y a un instant. Je me félicite du sérieux avec lequel le gouvernement répond aux questions orales. Lorsque le président du Sénat dit au ministre, « Monsieur le ministre, vous avez 3 minutes pour répondre, conformément à notre règlement intérieur », le ministre répond aussi longtemps qu'il le souhaite et il n'est pas interrompu dans sa réponse. Et parfois, des ministres répondent 20 minutes pour éclairer suffisamment la Chambre sur la question qui lui a été posée et il répond au nom du gouvernement. Pour ce qui me concerne, je suis satisfait de cette technique-là qui permet à la représentation nationale d'avoir des informations sérieuses sur la marche du pays. Et vous trouvez que cela, j'achève par là évidemment, et vous trouvez que cela a l'impact attendu, nécessaire sur la marche des choses au quotidien? Le rôle des questions orales, c'est d'interpeller le gouvernement sur son action. Obligé, parce que c'est une obligation, le gouvernement à répondre sur les actes qu'il a posés. Et lorsqu'il répond devant le Parlement, il répond devant la nation. Et c'est un exercice important pour l'ensemble de la nation. Monsieur le sénateur, je vous remercie. Merci, Cheta Bilé. Merci beaucoup. C'était excellent à écouter. Je rappelle, mesdames et messieurs, que vous avez un formulaire. Merci à Cheta Bilé de la CRTV Radio. Vous avez un formulaire avec vous. Vous allez vous le consulter et vous contactez le protocole pour davantage d'informations et surtout pour votre réaction. J'appelle Georges Alain Boyomo, directeur de publication du quotidien Mutation, pour la suite du face-à-face. Bonsoir, monsieur le sénateur. Bonsoir, monsieur Boyomo. Alors, j'interviens au cœur de l'entretien que vous avez avec les journalistes, dont j'imagine qu'il s'agit du plat de résistance, si on emprunte à l'art culinaire. Alors, on m'a demandé, avec vous, de revisiter votre parcours politique et de sonder vos ambitions. La borne que j'ai prise, c'est 1991, lorsque vous lancez la Convention libérale. C'est bien cela. En 2002, vous changez de cap. Mais la question est de savoir, est-ce que vous vous alliez à l'UNDP ou vous êtes rallié par l'UNDP? En 1991, à l'ouverture du pluralisme politique dans notre pays, des amis et moi, nous créons un parti politique qui s'appelle Convention libérale. Vous l'avez rappelé, c'est important que je confirme cela. Le parcours de la Convention libérale dure 6 ans. 6 ans avec un résultat politique que je considère comme mitigé, puisqu'au bout de 6 ans, et en particulier au sortir des élections municipales de 1996, nous avons moins de 5 conseillers municipaux répartis dans 2 communes, Djombe Penja et Bayangam. Bien que d'autres partis politiques, en nombre plus important,
n'ait pas réussi à obtenir un seul conseiller municipal, nous avons estimé que 5, c'était peu et qu'il n'était pas utile d'encombrer le marché politique avec 100, 150, 200 partis politiques. Je continue à le penser aujourd'hui. Nous ne faisons rien avec 200 partis politiques. Ce que j'ai appelé dans le temps et que je continue d'appeler la sédimentation du marché politique nous amène aujourd'hui à voir, à tout casser, comme on dit, une douzaine de partis qui ont des élus, soit nationaux, soit locaux. Voilà. C'est dans cette optique. C'est dans cette optique, c'est dans cette analyse que nous avons anticipé longtemps à l'avance, qui nous a amené. La question précise, vous êtes allié ou vous êtes rallié? Vous êtes rallié par. Nous avons effectué une négociation en bonne et due forme entre les états-majors des deux partis. Lorsque le principe de la fusion a été acquis, nous avons tenu un congrès de dissolution de la Convention libérale et d'entrée à l'UNDP. Toute l'histoire le sait. Alors, la question qui en découle, vous allez comprendre pourquoi la première était importante. On a le sentiment, est-ce que vous pouvez nous citer d'autres militants de l'UNDP qui ont atteint, pas de l'UNDP, de la Convention libérale, qui ont atteint un niveau de responsabilité élevé à l'UNDP? On vous connaît, vous, uniquement, presque. Je refuse de rentrer dans ce débat de noms de militants. Il y en a une quinzaine dans cette salle, uniquement dans cette salle, qui ont de grandes responsabilités dans le pays. On voudrait simplement un nom. Un seul? Pourquoi vous voulez... Juste un nom, un échantillon. Pourquoi lui faire de la publicité? Si vous insistez, je fais sa publicité. Okay. Chanchou Georges est délégué régional d'une administration dans une région. C'est une position importante dans l'administration du pays. Moi, je ne voulais pas citer une personne. Vous voulez que j'en cite d'autres aussi? Pourquoi faire? Contentons-nous d'un nom. Alors, maintenant, vous êtes dans l'UNDP et votre parti a signé une plateforme avec l'ORDPC depuis 1997. Une plateforme que vous dénoncez, vous personnellement, régulièrement. Vous dites que c'est un marché de dupes. Mais on a l'impression que c'est une colère, disons, tribunicienne, une colère pleurnicharde. Vous ne prenez jamais vos responsabilités pour rompre ce pacte avec l'ORDPC. D'abord, vous vous trompez, M. Boyomo, quand vous dites que moi-même, je dénonce la plateforme. Je connais suffisamment mes responsabilités de secrétaire général de l'UNDP pour savoir ce que je peux dire et ce que je ne peux pas dire. Je vous termine. Il y a une interview de la mutation que nous avons publiée régulièrement. Vous avez dit qu'à peine si c'est sur une échelle de 50%, il y a à peine 20%. Je vais vous dire ce que j'ai dit. Allez-y. En tant que militant connaissant l'UNDP, je sais comment cette plateforme a été négociée. En 2 mots, cette plateforme a été conclue à la suite d'une résolution du comité central de l'UNDP. Selon le principe basique du parallélisme des formes, seul le comité central de l'UNDP peut avoir à redire sur cette plateforme. Or, vous savez qu'il ne se passe pas une seule année sans que le comité central se réunisse. Vous savez, parce que parvenu à dénoncer. Vous savez que vous et vos collègues journalistes sont toujours présents autour ou sinon à l'intérieur de ces réunions du comité central. Vous savez que les débats sont vifs sur cette question-là. Mais vous savez qu'à la fin des débats, il faut conclure. Le comité central a toujours dit « Nous poursuivons cette collaboration avec notre partenaire ». C'est pas logique comme démarche? Alors, il reste tout de même que des récriminations reviennent, nombre de ministres insuffisant. On a vu lors des sénatoriales. Je ne veux pas vous laisser dire que le nombre de ministres est insuffisant. Bon, c'est peut-être vous les journalistes. Il y a une soixantaine de ministres. C'est peut-être vous les journalistes qui estimez que pour l'UNDP, 3 ministres, ce n'est pas suffisant. Nous, à l'UNDP, nous ne nous battons pas pour la comptabilité des postes. Je ne vais pas dire plus sur le président de l'UNDP par rapport à un certain nombre de postes qu'il a occupés et le poste qu'il occupe maintenant. Je ne vais pas parler à son absence, je ne l'ai pas vu dans la salle. Je voudrais revenir simplement sur la position du RDPC par rapport aux élections sénatoriales. Dans la Damawa, le RDPC n'a pas donné de consigne de vote, votre partenaire n'a pas donné de consigne de vote, mais à l'Ouest, il y a eu clairement une consigne de vote en faveur du SDF. Cette question, vous avez la réponse de l'UNDP depuis le mois d'avril 2013, lors des sénatoriales de cette année-là.
l'UNDP n'a jamais fait le moindre commentaire sur le sujet que vous évoquez. 4 ans après. Et pourquoi? Parce que nous ne voulons pas faire de commentaires sur ce sujet-là. Vous ménagez votre bourreau. Vous pouvez conclure ce que vous voulez, M. Georges Alain. Bon, Merci. ok. On va passer, on ira à autre chose. Alors, Georges Alain, pour terminer. Pour terminer maintenant, puisqu'on parle des ambitions, on m'a demandé de sonder vos ambitions cachées. Je vais vous poser une question simple. Sur une chaîne de télévision, vous avez déclaré avoir de bonnes relations avec le directeur du cabinet civil. Et sur la scène politique camerounaise, on a le sentiment qu'il y a beaucoup de collusion entre les hommes politiques. On ne sait plus exactement les lignes de démarcation entre l'opposition et le pouvoir. Est-ce que vous vous considérez aujourd'hui comme une figure qui compte dans l'opposition ou alors une figure qui collabore simplement avec le pouvoir? Cette question ne me passionne pas beaucoup parce que j'ai de bonnes relations avec pratiquement l'ensemble des personnalités qui comptent dans ce pays. Des ministres étaient là tout à l'heure, ils sont venus par amitié, d'autres se sont excusés, sachant pourtant qu'on n'est pas du même parti politique. Tous ces amis qui sont dans la salle, pour la plupart, je ne sais pas de quel parti ils appartiennent, pour la plupart, parce que nous ne parlons pas, lorsqu'il s'agit des questions d'amitié, des questions politiques. Ils pourront tout à l'heure, pendant le repas, témoigner que je ne cherche pas parfois à savoir à quel parti ils appartiennent. Alors, moi, ma volonté, c'est d'assumer une convivialité avec l'ensemble de mes compatriotes. Il ne faut pas donner plus d'importance aux différences politiques qu'elles en ont. Nous bâtissons tous le même pays, chacun avec ses convictions, ses valeurs, sa vision des choses. Tant que nous sommes tous de bonne foi, nous allons y arriver. Donc, la question sur est-ce que je suis de l'opposition juste une question pour la route, ne pose pas de juste une question pour la route avec la présidente de Jean Patient. Alors, dans les colonnes de la presse, il y a eu cet affrontement à distance lorsque, aux premières heures du bicaméralisme au Cameroun, cet affrontement entre le Sénat et l'Assemblée nationale, et beaucoup vous ont considéré comme le porte-parole du président du Sénat. C'est vous qui sortiez. De l'autre côté de l'Assemblée, il y a, je ne vais pas citer le nom du député dans la salle. Très bien, très bien. J'ai compris votre question. Il faut savoir que, par formation, je suis un homme libre. La plupart des positions que j'ai prises en 2013-2014 sur les difficultés d'harmonisation des positions entre les députés et les sénateurs sont largement reprises, développées sur un plan juridique et scientifique dans cet ouvrage-là. Et vous savez que ces débats sont clos aujourd'hui, clos en faveur des positions que j'ai défendues, qui étaient des positions de droit, pas des questions politiques. Non, je ne peux pas comprendre qu'on me soupçonne d'avoir porté la voix de tel ou tel. Ouais. Vous me croyez capable de parler pour quelqu'un d'autre? Je parle pour moi-même. J'ai des convictions, j'ai des connaissances et je voudrais les partager dans les échanges et les débats que j'entretiens. Voilà. Okay. Merci, monsieur. Merci, Georges-Alain Boyomo, du quotidien Mutation, directeur de publication. Monsieur le sénateur, l'exercice n'est pas fini. Il vous reste encore à répondre à quelques questions de deux autres journalistes. Jean-Bruno Tagné, directeur général adjoint de Canal 2 International. Je vous en prie. Pierre Flambonga, bonsoir. Bonsoir, monsieur Tagné. Alors, vous avez publié de nombreux ouvrages. Il y en a qui sont pratiquement des références lorsqu'il est question de travailler notamment sur le retour au multipartisme au Cameroun dans les années 90. Et cela fait de vous l'un des hommes politiques les plus prolifiques au Cameroun, ce qui est tout à votre honneur. Alors, comment trouvez-vous le temps entre vos activités professionnelles, vos activités politiques et intellectuelles pour produire ces ouvrages? Je me couche à 2h du matin, je me réveille à 5h du matin. Ouais. Mais à 5h du matin, je commence par le sport. Ouais. 1h, 1h30 de jogging. Et à partir de 6h30, 7h, je suis au travail.
Alors, on va s'appesantir sur le tout dernier, l'ouvrage sur le droit parlementaire au Cameroun. Alors, je vais vous poser une question qui vous a déjà été posée, la toute dernière de Georges Alain Boyomo, sur la passe d'armes qu'il y a eu entre vous et un député de l'Assemblée nationale au sujet de la prééminence entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Alors, aujourd'hui, est-ce que ça va un peu mieux, la cohabitation entre le Sénat et l'Assemblée nationale? Je pense qu'il était normal qu'au début, il y ait des questionnements sur les questions de préséance. C'était normal. Lorsqu'une institution nouvelle se met en place, chacun doit chercher ses repères. Donc je considère comme de l'ordre du normal les balbutiements du début. Je pense qu'au bout de 2 ans et maintenant 4 ans, les choses sont claires pour tout le monde. Je rappelle les règles du protocole dirigé par le protocole d'État en matière de cérémonie publique. Il n'y a plus de débat sur cette question-là. D'un mot simplement, lorsque le chef de l'État reçoit les vœux des corps constitués nationaux en début d'année, l'ordre est connu. Le président du Sénat et son bureau interviennent en premier. Ouais. Lorsque, à l'occasion de la célébration de la fête nationale, à la tribune du 20 mai à Yaoundé, c'est le président du Sénat et son bureau qui arrivent en dernier, avant le chef de l'État. Ouais. Alors, mais on observe donc, les quand questions même... de préséance sont réglées et acceptées maintenant par tous. Je suis pas aussi convaincu que vous. Quand on observe, par exemple, lors de la cérémonie de présentation des vœux, une fois que les vœux ont été présentés au chef de l'État, le président de l'Assemblée nationale court organiser sa cérémonie de présentation des vœux avant le Sénat. Vous dites qu'il court. Ça montre que il y a toujours ce conflit entre le Sénat et l'Assemblée nationale sur le plan de la prééminence. Je ne mets pas cet épisode-là sur le compte des questions de préséance. Après la présentation des vœux... C'est des questions personnelles de comportement Après la présentation des vœux au chef de l'État, chaque organe constitutionnel a la liberté de programmer sa cérémonie propre, selon son calendrier propre. Si la presse s'amuse à dire que le président de l'Assemblée nationale court organiser sa cérémonie, ça peut amuser le public, mais ça s'arrête là. Alors, on a, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez posé pas moins de 80 questions aux membres du gouvernement pendant votre présence au Sénat. Alors, est-ce pour autant que cela a amélioré la prestation du Sénat en matière de contrôle de l'action gouvernementale? Oui, catégorique. Hein. Chaque question posée au gouvernement est une amélioration du contrôle du gouvernement. Je vous invite, vous les journalistes, mais le public, parce que les séances publiques, par définition, sont publiques. Il suffit simplement de remplir la formalité, de demander à y accéder. Et je ne vois pas quel Parlement peut refuser de donner une lettre d'invitation à un citoyen qui souhaite accéder à une séance plénière. Nous avons dans la salle une trentaine d'étudiants de droit de soi. Après ma formation en amphi, ils sont tous venus voir de visu comment une séance solennelle d'ouverture du Sénat se déroule, comment une séance de questions orales se déroule. Donc les séances sont libres, sont publiques. Mais on a l'impression que le Parlement camerounais est quand même un peu mou en ce qui concerne, par exemple, les enquêtes parlementaires. Quand on voit le nombre de scandales qu'on enregistre au Cameroun chaque jour et que l'Assemblée nationale et le Sénat surtout restent silencieux, ça interroge quand même. À chacun son métier. Le métier du parlementaire, c'est de questionner le gouvernement, y compris au moyen des commissions d'enquête parlementaire. J'ai indiqué dans ma présentation que j'ai introduit une proposition de résolution tendant à la création d'une commission sénatoriale sur la catastrophe des ECA. C'est mon devoir, c'est de demander cette commission. La suite de la commission ne relève pas de moi. Donc j'ai fait mon travail. Si la décision est prise à un autre niveau, ce n'est plus de mon ressort.
Est-ce que finalement vous n'êtes pas étouffé par la trop grande majorité du RDPC? Je ne pense pas. Je me réjouis d'abord que de nombreux députés et sénateurs m'aient fait l'amitié d'être là ce soir. Pour les sénateurs, parce que ce sont eux mes collègues au Sénat, ils peuvent tous témoigner, ils sont dans la salle, que nous travaillons en parfaite harmonie et qu'ils me laissent la totale liberté d'intervenir soit en commission, soit en plénière, soit en matière de questions orales, et qu'ils apprécient tous les interventions que je fais et qui apportent une qualité au fonctionnement de notre Chambre. Conclusion, oui. Le fait que je sois minoritaire ne minimise en rien ma capacité d'apport au travail législatif ou de contrôle du gouvernement. Alors, le Sénat est entré en vigueur en 2013 au Cameroun. Beaucoup jusqu'à présent n'arrivent pas à voir quel est véritablement le rôle ou alors l'importance du Sénat et suggèrent que cette institution soit purement et simplement bannie parce qu'elle nous coûte un peu trop cher pour ce qu'elle produit en réalité. Bon, autrement dit, vous reposez sous une autre forme la question de votre consoeur tout à l'heure. Oui. Vous pensez que je ne lui ai pas répondu suffisamment clairement? Oui, dites encore quelque chose. Non, je suis d'accord avec vous. Ce que je dirais de fondamental dans cette question, oui, c'est que le Sénat du Cameroun est le produit d'un consensus politique né de la tripartite de 1991. Il faut toujours qu'on ait des repères historiques sur ce que nous faisons aujourd'hui. Ce n'est pas parce que le Sénat a été mis en place plus de 20 ans après son institutionnalisation par la Constitution qu'on va oublier d'où il vient. Ce consensus politique de 91 résumait un certain nombre de revendications de nos populations qui, pour certaines, ont perdu leur vie pendant les villes mortes de 1991. Nous qui sommes restés vivants, nous avons tenté de porter leurs revendications. Et parmi ces revendications que nous avons portées lors de la tripartite d'octobre-novembre 1991, c'était la mise en place de nouvelles institutions enchâssées dans la Constitution. Parmi ces institutions, il y a le Sénat, le Conseil constitutionnel, la décentralisation, la Haute Cour de justice. Toutes ces institutions sont le produit du sang de nos compatriotes décédés parce qu'ils voulaient un changement. Je n'accepte pas que des Camerounais viennent aujourd'hui dire à quoi sert le Sénat. Le Sénat sert d'abord à honorer la mémoire de nos compatriotes qui voulaient le changement dans ce pays et qui voulaient des institutions nouvelles. Nous ne pouvons pas discuter de cette question-là de cette façon-là. Alors, Pierre Flamongaya, vous êtes sénateur, vous travaillez 3 mois par an. On ne peut pas dire que c'est le travail qui vous tue, hein? Là, je serais d'accord avec vous. Oui. Des sénateurs, 3 mois par an, vous êtes des sénateurs, de nombreux sénateurs, moi compris, oui. Et je pense que de nombreux députés revendiquent depuis longtemps la modification de la Constitution sur le rythme des sessions. Oui. J'ai fait une étude comparée. On ne peut pas écrire un livre de droit parlementaire sans faire une étude comparée préalable. Absolument. En Afrique, le Cameroun est le seul pays qui a des sessions parlementaires de 3 mois par an. Les autres pays, parmi les plus chiches, ont 6 mois de session par an. Donc nous revendiquons tous cette modification constitutionnelle qui nous permet d'avoir plus de temps pour travailler. Nous savons tous, notamment à l'approche de la session budgétaire, comment nous sommes obligés de marcher à pas de course pour voter la loi de finances. Je pense qu'il est évident pour tout le monde que la durée des sessions est insuffisante. Je pense que le gouvernement en est conscient. Vous plaideriez pourquoi pour qu'on augmente la durée des sessions à combien de mois toute l'année? Ma proposition est dans mon ouvrage. Je demande que les sessions, c'est pour ça qu'il faut avoir à la fois une vision juridique, politique et historique des affaires sociétales. La Constitution du Cameroun de 1960 prévoyait 3 sessions de 45 jours chacune. Qui le sait encore aujourd'hui? Oui. Donc ce ne serait pas une révolution que de se référer à une constitution d'un État en naissance, 1960, qui prévoyait déjà 3 sessions annuelles, 3 sessions de 45 jours chacune par an. Alors, toute dernière question. Alors, dans les années 90, on vous a connu un peu plus offensif, un troublion, presque un frondeur. Aujourd'hui, on a le sentiment que vous êtes un peu
ramolli. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Venez au Sénat, venez aux questions orales, venez aux séances d'adoption des lois. Vous ne direz pas cela. Était-ce la question pour la route, comme l'a dit Georges Alain? Merci. Merci Jean-Bruno Taïen. Merci beaucoup. Nous allons terminer cet exercice par un autre journaliste qui s'est déplacé de Douala pour Yaoundé, Monsieur Tongo Dipita, de STV, Spectrum Télévision. Bonsoir, monsieur le sénateur. Bonsoir, monsieur Tongo Dipita. On n'est pas trop loin du fauteuil rouge. On n'est pas très loin des fauteuils rouges de STV que je connais bien. Alors, en tant que sénateur nommé, allez-vous rendre compte aux populations du littoral dont vous êtes censé être représentant ou au chef de l'État qui vous a nommé président? Très bien, excellente question, mais qui renvoie totalement au droit parlementaire. Le parlementaire est choisi dans une circonscription. Il n'est pas choisi par une circonscription. Et une fois qu'il a été choisi dans une circonscription, il devient le parlementaire de la nation. Il rend compte à la nation. Par conséquent, vous avez compris la réponse à votre question. Lorsque je suis nommé par le chef de l'État, après l'acte de nomination accepté, je deviens le sénateur de la République, je rends compte à la nation. Au regard du travail que vous avez fourni jusqu'à présent, je reconnais que c'est assez élogieux. Vous espériez, par exemple, que le président de la République vous reconduise, qu'il vous nomme à nouveau l'année prochaine? Moi, je ne réponds pas aux questions comme ça n'apporte rien à personne. Ça n'apporte rien à personne de savoir si je suis intéressé par une nouvelle nomination ou pas. Je suis engagé dans la vie politique depuis plus de 30 ans. Je suis constant, je suis présent, je continue mon chemin. Alors, dans le même ordre d'idée, quelle est la part de responsabilité que votre parti, l'UNDP, accepte d'assumer dans la lenteur, dans la difficulté de la mise en œuvre du processus de décentralisation qu'on reproche par ailleurs au gouvernement du RDPC? Je pense que le retard dans la décentralisation est pris en compte par tout le monde. Même certains membres du gouvernement, et pas simplement en off, reconnaissent que le rythme de la décentralisation n'est pas celui souhaité ni par le constituant de 96, ni par la population. Donc nous devons tout faire pour accélérer le rythme de la décentralisation. Les études à peu près sérieuses indiquent qu'environ 5% seulement des ressources transférables ont été transférées, là où on s'attend à ce qu'il y ait au moins 15 ou 20% par comparaison à des pays comparables. Il est évident que le rythme n'est pas suffisant. Je ne peux pas conclure qu'il s'agit d'un blocage politique voulu. Je ne sais pas s'il s'agit de difficultés logistiques ou financières de transférer davantage de ressources. Mais les ressources à transférer ne sont pas uniquement financières, sont également au moins sur humaines. le principe, assumez-vous le bilan du RDPC dans la mise en œuvre de ce processus? Votre question est très mal posée. Moi, je ne travaille pas pour le RDPC. Je veux dire que... Je ne travaille pas pour le RDPC. Je veux dire que dans les propositions... Vous voulez que j'assume le bilan du RDPC? Non, je veux dire que vous êtes parti allié. Donc, vous êtes de connivence tout au moins dans la mise en œuvre, dans l'adoption des lois à l'Assemblée nationale. La question doit être formulée différemment. Nous sommes alliés dans une plateforme d'action gouvernementale. C'est à travers le gouvernement que nous sommes liés. Nous assumons... D'où partent les propositions de loi. Nous assumons naturellement le bilan du gouvernement dont nous sommes partis. Naturellement, il ne pourrait pas en être autrement. Alors, décentralisation, fédéralisme. Je ne poserai pas la question comme vous le faites peut-être souvent à vos étudiants. Mais quelle serait votre préférence et justifiez votre réponse? Ma réponse, je l'ai développée, y compris dans des tribunes libres. Et c'est ma conviction depuis toujours. Nous avons besoin d'une vraie décentralisation dans ce pays. Le fédéralisme j'allais dire une prétention, mais le mot prétention est prétentieux par lui-même. Le fédéralisme est une option supérieure. Mais est-ce que cette option supérieure vient améliorer ce que la décentralisation nous aurait apporté si elle était effectivement mise en place? Je ne pense pas. Ma conviction
et elle se trouve être recouverte par la conviction de mon parti, c'est que nous avons besoin d'une vraie décentralisation dans ce pays. Je conviens que d'autres compatriotes pensent autrement. Il y a même encore des jacobinistes parmi nous, c'est-à-dire qui veulent un État centralisé. C'est peut-être pour ça que la décentralisation ne se met pas en place aussi rapidement qu'on le souhaite. Toutes les options sont sur la table, mais j'ai indiqué quelle est ma préférence et quelle est celle de mon parti. Une vraie décentralisation. Alors, sur la question des conflits entre communautés urbaines et mairies d'arrondissement, pour vous, quelle serait la solution? Passer simplement aux délégués du gouvernement élus ou alors, quelle serait la solution? C'est une question politique de fond sur le mode de dévolution de pouvoir à la base. Sur la question des délégués du gouvernement, la position de mon parti est la même, constante, depuis 20 ans. Nous ne voulons pas que les délégués du gouvernement soient nommés. Nous voulons qu'ils soient élus au sein des conseils municipaux de la communauté urbaine concernée. C'est une position constante sur laquelle nous n'avons jamais marchandé notre point de vue, notre position. En conséquence, s'ils étaient élus, ils auraient une légitimité qui leur permettrait d'engager des actions avec le soutien de l'ensemble des conseillers municipaux de la communauté. Alors, en décembre dernier, vous annonciez vouloir faire une proposition au niveau du Sénat pour la création d'une commission de la décentralisation. Où en êtes-vous avec ce projet? Et par ailleurs, ne serait-ce pas une commission de plus, voire de trop? Qu'est-ce qu'elle va apporter de différent qui n'a pas été fait? Ou alors, qu'est-ce qu'elle va ajouter? Est-ce la solution pour une décentralisation effective? Cette question est adressée aux sénateurs. Selon la Constitution, le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées. J'ai indiqué dans ma présentation et dans une précédente question que cette prescription constitutionnelle n'a pas encore de concrétisation sur le terrain pour le Sénat. Pour que le Sénat assume cette mission, il faut qu'il s'organise. Il peut s'organiser, comme je l'ai suggéré, par la mise en place d'une délégation sénatoriale aux collectivités territoriales décentralisées et à la décentralisation. À partir de là, le Sénat aura une visibilité suffisante pour assumer sa mission constitutionnelle de représentation de ces CTD. Tant qu'il n'y a pas cette mutation, cette création conventionnelle au sein du Sénat d'une structure en charge de la décentralisation, la prescription constitutionnelle restera une prescription, mais sans résultat. Donc, nous devons donc, au niveau du Sénat, savoir qu'il s'agit pour le Sénat, pour avancer sur ce chantier, d'avoir au niveau interne une structure spécifiquement en charge de cette mission, je l'ai indiqué, qui est la 3e mission du Sénat, au-delà de la législation, du contrôle politique du gouvernement. La 3e mission constitutionnelle, c'est de représenter ces collectivités. Dans la réalité, ça ne se fait pas parce qu'on n'a pas mis en place au sein du Sénat les structures propres à cela. Où en est-on avec la commission? Avec votre proposition? Ma proposition, moi j'ai fait encore une fois mon devoir de faire une proposition de résolution. J'imagine que comme toutes les propositions ou comme tous les projets de loi, cette proposition est dans les tuyaux du Sénat. Pour parler de manière vulgaire, c'est dans le processus de prise en charge. Je ne pense pas que l'administration du Sénat ou la présidente du Sénat ait un délai pour enrôler une proposition de résolution. Je continue de rester optimiste que cette proposition, comme d'autres propositions que j'ai faites, seront à un moment donné enrôlées. Alors sur les questions essentiellement économiques et financières, on a pu observer que l'État a des difficultés pour ce qui concerne la collecte et la redistribution des impôts. Ce qui est évidemment qui met en difficulté des communes pourtant riches en ressources naturelles, comme les communes de Mbanga, de Penja. En tant que sénateur, notamment du littoral, comment comptez-vous, du moins, quelles sont les propositions que vous faites pour que cette redistribution soit, je ne veux pas dire équitable, mais qu'on sente concrètement les collectivités locales en bénéficient pour leur développement?
Je crois que c'est une question de politique publique, hein, que le gouvernement définisse des termes de péréquation qui donnent suffisamment de ressources aux collectivités locales. Et c'est une question d'option politique. Et si, comme nous le souhaitons, suffisamment de ressources sont transférées aux communes, et c'est l'occasion, parce que je pense qu'on n'aura pas le temps d'en reparler, il est essentiel que les régions soient mises en place. Les régions sont prévues par la Constitution et dans le cadre de la question anglophone, qui finalement recoupe une question nationale, si les régions étaient mises en place, elles résoudraient au moins partiellement la question anglophone et les questions des autres régions qui demandent plus d'air. Hein. Les régions demandent de l'air pour exprimer leur potentialité, leur génie et développer leur région, parce que selon la Constitution, les régions ont vocation à développer leur région sur le plan économique, social, culturel, éducationnel. Si ces responsabilités étaient transférées au niveau des régions, l'encombrement que l'on observe au niveau central à Yaoundé serait libéré et on aurait de l'air dans l'ensemble du pays. Merci, monsieur le sénateur. Merci. Dipita Tongo de STV. Merci également à Jules Lobo de Magic FM. Chetabilé de la CRTV Radio, Georges-Alain Boyomo, directeur de publication de Mutation, et Jean-Bruno Tailleux, directeur général adjoint de Canal International. Monsieur le sénateur, merci. J'espère que vous êtes sorti encore, pas vivant, mais entier de cet exercice. Merci. La suite du programme prévoit déjà la fin de ce direct sur Vision 4 Télévision. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et excellente soirée à tous. Uzi ba salama yele ye yele ye yele yele ye yele ye uzi ba salama. Ne me juge pas comme ça, c'est mon comme ça. Ne rate pas comme ça, c'est mon comme ça. Tu vas pas m'entendre, c'est mon comme ça. Oh, ce qu'on ne m'a pas, c'est mon comme ça. Et ne me juge pas comme ça, c'est mon comme ça. Comme tu me vois là, c'est moi, c'est mon comme ça. Oh, et ne m'entendre, c'est mon comme ça. Oh, ce qu'on ne m'a pas, c'est le même. Oh, mon c'est